Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo traitant de la propagande et de la manipulation des foules. Cette fois-ci, on va parler du cas de l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, oui, l'Ukraine est entrée sur le territoire russe il y a maintenant plusieurs semaines de cela. Alors, que retenir de cette stratégie? Pourquoi cette situation est intéressante à analyser sur le plan de la propagande mise en place? Je vous propose de décrypter les principaux éléments de cette offensive qui a fait beaucoup de bruit d'un côté comme de l'autre. Alors tout d'abord, il faut rappeler le contexte. Le 6 août 2024, les forces armées ukrainiennes opèrent une percée sur le territoire russe dans la région de Koursk. C'est une surprise pour le monde occidental qui commençait à se lasser de ce conflit, qui s'éternise et dans lequel l'armée ukrainienne commençait à montrer de grands signes de faiblesse, avec notamment un risque de rupture du front. De l'autre côté, la surprise est partielle. Partielle car justement beaucoup d'analystes russes parlaient du manque de forces armées dans ce secteur en cas justement d'offensive ennemie. Rapidement, les Ukrainiens prennent le contrôle de plusieurs localités en partageant de nombreuses images et vidéos sur les réseaux sociaux afin de prouver leur exploit. L'avancée est effectivement spectaculaire tant elle est soudaine et importante en termes de kilomètres carrés contrôlés. Cela doit nous amener à deux questions. Tout d'abord, quelles étaient les forces présentes dans l'oblast de Koursk? Il convient de dire que la présence de militaires russes à cet endroit était très faible. Il y avait notamment des gardes frontières qui, face à une percée ukrainienne de cette ampleur, n'ont pas pu résister bien longtemps, étant dépourvus d'armement lourd. Ces premiers éléments nous permettent donc d'expliquer en partie la progression rapide des forces armées ukrainiennes dans ce secteur. Progression stoppée relativement tardivement grâce entre autres au travail de la division Akhmat, les hommes de Ramzan Kadyrov. Deuxième question pour mieux appréhender ce contexte, est-ce que cette progression ukrainienne est due à une négligence stratégique de l'armée russe? Comme évoqué, on peut effectivement parler d'une possible négligence des Russes sur ce secteur, alors que beaucoup d'analystes russes soulignent régulièrement ce fait qui, pour eux, était véritablement problématique. Cette hypothèse peut sembler cohérente et séduisante au premier abord, et je pense qu'elle l'est. Et elle a sa raison d'exister, car depuis 2022, cette zone était effectivement moins surveillée par l'armée russe. Mais j'aimerais tout de même prendre le risque d'apporter d'autres éléments qui pourraient donner une autre vision de cette incursion. Si l'on étudie la topographie de la zone russe contrôlée par l'Ukraine, on s'aperçoit qu'il s'agit essentiellement de plaines, de forêts, sans grande densité de population et surtout sans réel intérêt stratégique militaire. En effet, c'est un no man's land sur de nombreux kilomètres carrés. Alors, pourquoi tenter une percée si cette dernière n'apporte aucun avantage stratégique? Nous allons voir que cette offensive revêt surtout un caractère symbolique et psychologique. L'Ukraine de Zelensky aurait-elle sacrifié la stratégie militaire opérationnelle à la dimension symbolique? La progression des forces armées ukrainiennes sur le territoire russe est aujourd'hui stoppée et des milliers de civils ont été évacués. Mais faisons un parallèle avec l'actualité internationale. Cette offensive est intervenue dans un contexte particulier avec notamment le retrait de Joe Biden dans la course à l'élection présidentielle américaine, ce qui ouvre une voie royale à Donald Trump qui a déclaré vouloir mettre un terme au conflit. La possible élection de Trump suscite une inquiétude grandissante côté ukrainien, d'autant plus que la progression russe s'accélère dans le Donbass. Zelensky opte donc pour une attaque surprise sur une des parties les moins défendues de la Russie. L'engagement de nombreux soldats pour entrer et rester sur le territoire russe se traduit par une tension supplémentaire sur les lignes de défense du Donbass, déjà éprouvées, déjà fatiguées et où certaines troupes n'étaient pas assez relayées. C'est une stratégie qui fait débat au sein même de l'armée ukrainienne, car elle nécessite de nombreux moyens humains et matériels. Face au défi du nombre, l'armée ukrainienne tente de recruter, d'enrôler toujours plus d'hommes. Cet enrôlement se fait souvent par des manières brutales, qui donnent d'ailleurs lieu à des contestations au sein même du pays. Mais au-delà du risque pris avec cette stratégie, Zelensky y voit surtout un coup de communication, qui, d'un point de vue marketing, est très réussi. Il envoie ainsi un message fort en montrant que son armée,
bien que perfusé d'un point de vue matériel et financier depuis le début par l'Occident, peut encore réaliser des coups d'éclat. Et en plusieurs heures, l'armée ukrainienne revendique le contrôle de 80 localités russes, tout en brouillant le signal hertzien, tentant ainsi de semer la panique également du côté des civils. Zelensky envoie ainsi un message fort à l'Occident pour justifier le don de nouvelles armes et fait un affront à Vladimir Poutine. La balle est désormais dans le camp du président Poutine, qui va devoir réagir puisque le conflit s'invite sur son territoire. On parle alors de l'ouverture d'un nouveau front, ce qui permet aussi de marquer un tournant dans le conflit, puisque l'initiative passe du côté ukrainien, masquant alors provisoirement les faiblesses de son armée. Zelensky fait ici le pari que la Russie ne pourra pas hausser le ton, posant l'hypothèse que l'armée russe a déjà été poussée à son maximum. Par conséquent, il espère un ralentissement des troupes russes au sud et notamment dans le secteur de Donetsk. La victoire de la communication occidentale est flagrante. Tous les médias se dépêchent de relayer cette information, montrant ainsi Vladimir Poutine en difficulté. D'ailleurs, de l'autre côté, la communication russe, comme à son habitude, n'est pas très bonne. Le responsable de l'oblast de Koursk a même déclaré ne pas savoir exactement où se trouvait l'ennemi, avant de se féliciter d'avoir construit 40 km de tranchées anti-chars, information que je n'ai pas pu vérifier à ce jour. Côté russe, les analystes fustigent la stratégie, ou peut-être l'absence de stratégie russe, d'autant plus que l'Ukraine mime la stratégie militaire précédemment utilisée par la Russie en 2022. À savoir, on avance vite avant de se replier et de conforter ses bases arrières. Le mécontentement russe est grand, mais il est à double tranchant car si d'un côté on semble être exaspéré par cette stratégie militaire russe qui reste incomprise, de l'autre côté, le sentiment patriotique s'en voit largement renforcé. Première remarque avant d'entrer véritablement dans la symbolique. La propagande a vite eu fait de tourner l'incursion dans l'oblast de Koursk par une prise de Koursk, laissant penser que la ville de Koursk elle-même avait été prise par l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas puisque les forces armées ukrainiennes n'y sont jamais entrées. C'est un détail qui a son importance dans les esprits car évidemment cette allusion menant à une confusion surestime la percée ukrainienne. Mais cette incursion est ici tout un symbole. L'armée ukrainienne se vante d'être entrée sur un territoire resté inviolé depuis un peu plus de 80 ans. Côté occidental, le fait que l'Ukraine entre sur le territoire russe est un symbole de force et est perçu comme un symbole de combativité. Et la masse, largement abreuvée de ce discours et d'images de drapeaux ukrainiens flottant sur les localités russes, ne verra pas le derrière de ce symbole. Et pourtant, il suffit de se plonger dans l'histoire de cette région de Koursk en remontant à la Seconde Guerre mondiale. En 1943 se déroulait la bataille de Koursk où l'armée rouge repoussait les nazis et inversait ainsi la tendance entre les soviétiques et la Wehrmacht. Actuellement, la situation du côté russe est perçue de la même manière, avec l'incursion d'un ennemi souhaitant mettre en danger la souveraineté et l'existence même de la Russie, avec des troupes partiellement gangrénées par l'idéologie néo-nazie. Cela vous choque? Vous n'êtes certainement pas sans savoir que le conflit est également un conflit mêlant des forces en présence assez disparates, avec notamment la présence de nombreux mercenaires, des combattants indépendants et des groupes paramilitaires, dont, pour ne citer la plus connue, la division Azov. Cette division est bien connue pour avoir des attaches idéologiques néo-nazis. À ce sujet, la propagande a d'abord censuré ce type d'informations au sujet d'Azov en niant en bloc. Puis, face à la curiosité et à l'insistance de certains journalistes indépendants, les médias ont fini par évoquer ce problème chez Azov, mais en nous rassurant, en expliquant qu'il y avait certes quelques dérives, mais que cela faisait désormais partie du passé et que les choses avaient bien changé. Le problème par ailleurs est que la division Azov n'est pas la seule unité ukrainienne à avoir ce type de fondement. En témoignent les nombreuses vidéos de soldats d'Azov capturés arborant des tatouages assez explicites, tout comme les photos que ces derniers font avec une symbolique qui ne laissera personne indifférent. Je ne vais pas forcément m'étendre plus sur le sujet, car cela pourrait faire l'objet d'une vidéo complète.
À voir si cela est envisageable techniquement, dans le sens où c'est un sujet sensible pour lequel mon éventuelle vidéo pourrait être censurée ici. D'une manière plus globale, il est extrêmement important de comprendre ce sujet, car côté russe, la grande guerre patriotique est encore largement présente dans les esprits. Il est donc essentiel d'avoir à l'esprit la signification de cette symbolique, afin de mieux comprendre la réponse que fera la Russie à ce qu'elle considère comme un véritable affront. Vous avez ici la matérialisation même de tout ce qu'évoquait Vladimir Poutine dans les raisons qui ont poussé la Russie à mener ce qu'il qualifie d'opération militaire spéciale, à savoir notamment la dénazification. Vous comprenez donc que si côté occidental on feint de ne pas comprendre les arguments russes, côté russe, le message qu'envoie l'Occident est on ne peut plus clair. De plus, le fait que l'Occident soutienne d'un point de vue matériel et financier l'Ukraine, et donc l'idéologie qu'elle véhicule actuellement à travers ce conflit, fait qu'il y a désormais une véritable scission entre les deux mondes. Souvenez-vous les mots du président russe expliquant qu'il souhaitait dénazifier l'Ukraine et où l'on ne comprenait pas vraiment au début de quoi il parlait. Aujourd'hui, vous êtes en présence de soldats ukrainiens ayant des attaches ou des orientations néo-nazis entrés en Russie, qui plus est dans le territoire de Koursk où les nazis avaient été repoussés 80 ans plus tôt. Si la propagande côté occidental est plutôt réussie et fonctionne relativement bien, de l'autre côté, l'interprétation de ce symbole est un véritable élément déclencheur d'hostilité. Cette hostilité est d'ailleurs grandissante envers les pays occidentaux, puisque malgré les débats qu'il y a pu y avoir, les unités ukrainiennes ont utilisé pour leur offensive des armes et du matériel fournis par la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les US et j'en passe. D'ailleurs, les États-Unis avaient déjà alerté sur cette problématique. Et il est désormais question de l'autorisation accordée à l'Ukraine quant à l'utilisation d'armes occidentales longue portée pour frapper plus en profondeur le territoire russe. Le gouvernement allemand s'est d'ailleurs contenté de déclarer que, je cite, « Tout d'abord, une fois livrées, ces armes ne sont plus allemandes mais ukrainiennes ». Fin de citation. Propos relatés par Der Spiegel. Vous comprenez maintenant pourquoi la destruction de chars Léopard allemands était tant attendue côté russe et a bien été fêtée lorsque l'événement s'est produit. Ce sont donc autant d'éléments qui provoquent un mécontentement en Russie et qui mènent progressivement à un durcissement des relations avec les pays qu'ils qualifient comme hostiles. Alors, est-ce que l'incursion ukrainienne en Russie n'est que symbolique ? Non, car Zelensky compte bien évidemment se servir des territoires contrôlés en Russie pour négocier. C'est d'ailleurs ce qui fait partie du plan de victoire de l'Ukraine, tel qu'il le qualifie. Négocier la fin du conflit, négocier des territoires, négocier des prisonniers, tel est l'objectif du président ukrainien. Mais compte tenu des éléments apportés et du message envoyé à la Russie, il est évident que la Russie ne comptera pas négocier dans ce contexte. Actuellement, les négociations ne sont même plus envisageables côté russe. Enfin, pour terminer, il y a quelques jours, plusieurs médias occidentaux ont évoqué la possibilité que le Kremlin était au courant et aurait anticipé l'attaque ukrainienne dans l'oblast de Koursk. Ce fait, qui au moment où je tourne la vidéo n'est pas encore confirmé avec certitude, est intéressant, de par l'utilisation qui en est faite par les médias occidentaux. Un observateur peut avoir face à cette information plusieurs réactions. Celle de se dire que finalement les Russes ont encore adopté la même stratégie, déjà utilisée au cours de l'histoire, c'est-à-dire laisser un envahisseur effectuer une percée sur le territoire russe avant de le repousser. Cet observateur peut également se dire que la Russie avait considéré cette possibilité sans lui donner assez de crédit, pensant qu'une attaque était possible, mais que sa probabilité était raisonnablement faible. Il s'agirait alors d'une erreur d'appréciation des stratèges russes. Et puis vous avez encore une autre possibilité, celle immédiatement choisie par l'ensemble des grands médias occidentaux, qui consiste à dire que l'armée russe est complètement incompétente, qu'elle savait qu'il y aurait une attaque et s'est faite refouler sur son propre territoire, ce qui est encore plus affligeant pour reprendre les termes de certains articles. Vous voyez bien qu'encore une fois,
Les médias adoptent un point de vue qui occulte complètement toute stratégie militaire, se servant de la moindre information pour dénigrer ce qu'ils considèrent comme étant l'ennemi. Comme je l'ai déjà évoqué dans ma première vidéo, que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait, nous sommes en plein dans la propagande offensive visant à provoquer et à dénigrer l'ennemi. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle aura contribué à vous faire votre propre opinion sur cette offensive ukrainienne dans l'oblast de Koursk. Merci à vous et à bientôt.